je vous propose de découvrir l'histoire d'un personnage qui a chamboulé le monde de la musique produite par ordinateur et de manière plus globale, l'industrie de la musique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour comprendre à qui on a affaire, je me dois de vous introduire une notion neuroscientifique. Connaissez-vous le syndrome de Savant ? C'est un syndrome rare que peuvent développer les personnes souffrant d'autisme ou alors des personnes qui possèdent d'autres troubles du développement. Là où ça devient intéressant, c'est que ce syndrome octroie des capacités exceptionnelles aux personnes touchées. Ces personnes, que l'on peut qualifier de savants, ne sont qu'une toute petite poignée d'élus comparée au nombre d'êtres humains sur Terre. Et même parmi ces savants, on distingue ceux ayant des compétences exceptionnelles de ceux ayant des capacités surpassant les capacités humaines. Ces personnes, on les appelle des savants prodigieux. On recense moins de 100 savants prodigieux en plus d'un siècle de recherche. Et donc forcément, cette liste est publique et la voici d'ailleurs sous vos yeux. Mais alors pourquoi je vous parle de ce syndrome et surtout, qu'est-ce qu'il fait ? Il faut bien comprendre qu'il y a une grande part de mystère qui pèse sur ce syndrome. En général, on caractérise les savants comme des personnes possédant une mémoire particulièrement profonde, mais aussi étroitement liée à un domaine. Pour mieux comprendre ce que ça veut dire, on peut prendre l'exemple du dessinateur Stephen Wiltshire, capable de redessiner n'importe quelle ville entièrement de tête. Il a juste besoin d'avoir une vue d'ensemble de la ville, typiquement avec un vol en hélicoptère, et à partir de là, il redessine trait par trait chaque bâtiment. En fait, il a une mémoire visuelle littéralement photographique. Mais attention, il faut tout de même garder à l'esprit que des facultés aussi extraordinaires sont souvent de pair avec des difficultés. Elles peuvent être plus ou moins importantes, mais l'exemple le plus parlant, c'est celui de Gloria Lennoff, une chanteuse capable de chanter parfaitement en 25 langues différentes, avec un répertoire de plus de 250 chansons, et pourtant, elle est incapable d'effectuer une multiplication. Bon, maintenant que vous avez toutes ces notions en tête, passons à l'histoire du protagoniste de cette vidéo, Alexander Winter, le savant fou de la musique. Ah, voilà! Ça, c'est savant, mais je crois que je me suis un petit peu emballé, donc commençons par le présenter. Alexander Winter, alias Savant, est un compositeur et DJ norvégien. Il n'y a pas réellement de style de musique qui pourrait définir ce que cet homme produit. Pourquoi ? Il a un répertoire de musique astronomique, peut-être même le plus grand de tous les temps. Il a composé sous plein de noms différents. Il aime bien combiner plusieurs styles dans une seule musique. Et en plus, il aime bien refaire sa musique dans d'autres styles différents. À ce niveau-là, vous pouvez même essayer d'ajouter des genres à sa page Wikipédia, il n'y a pas trop de raisons que ce soit pas accepté. Bon, en vérité, il y a quand même des tendances notables, par exemple vers le complextro. C'est une forme de musique électronique qui mélange des sons 8 bits avec de la musique faite pour les jeux vidéo, mais je vais pas rentrer trop dans les détails. En fait, il a composé tellement de musique que le seul moyen de vraiment comprendre l'ampleur de son répertoire, c'est avec des statistiques. Alors accrochez-vous, Alexander a composé sous le nom de Savant une vingtaine d'albums pour environ plus de 500 musiques. Et donc ça, c'est sans compter les singles, les EP, les remixes, les remasters, les démos de chaque musique, et ses 15 autres alias. Alors là, ça fait beaucoup de chiffres, et honnêtement, c'est même plus possible de compter un par un chaque musique qu'il a fait, donc ce qu'on va retenir, c'est un chiffre, 10 000. 10 000 musiques à son actif, et ça, c'était en 2015. Depuis, il continue à composer, et ça m'étonnerait même pas que ce chiffre ait pratiquement doublé. En tout cas, pour que vous compreniez bien ce que ça représente 10 000 musiques, avec un rythme d'une musique par jour, il faudrait 27 ans pour arriver à ce répertoire. Et pour nous qui écoutons ces musiques, il faudrait plus de 20 jours pour tout écouter, et pourtant, ce DJ n'a que 35 ans. Mais alors comment on en est arrivé là ? Son histoire commence en 1991, en Norvège. Alexander a 4 ans et il découvre pour la première fois le synthétiseur. Il aurait pu découvrir un piano et peut-être devenir un virtuose de la musique classique, mais non, c'est le synthétiseur et toutes ses fonctionnalités qui vont le guider vers la musique électronique. En réalité, ça ne pouvait pas vraiment être autrement. Il a une perception des sons particulière qui, très tôt, le pousse à chercher de nouvelles sonorités qu'il n'a jamais entendues. Alors pour lui, l'art et la musique vont devenir des jeux qui vont rythmer son enfance. Il va continuer comme ça jusqu'à 10 ans, mais Alexander en veut plus. C'est pour ça qu'il va supplier sa mère de lui acheter un ordinateur pour pouvoir faire de la musique.
Et à partir de là, son ordinateur va devenir son nouveau jouet pour de longues années à venir. D'ailleurs, Alexander a une relation particulière avec son ordinateur. Au-delà d'un outil de travail, c'est un compagnon qui lui ressemble dans la manière de stocker et organiser. En plus de ça, les ordinateurs, ça travaille vite, bien plus rapidement et efficacement que n'importe quel groupe de musique. Il a même affirmé que pour lui, son ordinateur, c'est un peu comme avoir un membre de groupe parfait. Pour le jeune Alexander, qui a du mal à se faire des amis, l'ordinateur est aussi un refuge et il y trouvera d'ailleurs une autre passion, celle des jeux vidéo. On va faire un autre bond dans le temps et on arrive maintenant à ses 16 ans. C'est à ce moment-là qu'Alexander comprend et accepte qu'il y a quelque chose de différent chez lui. À partir de là, il va chercher des réponses chez des spécialistes. Au départ, on lui diagnostique le syndrome d'Asperger. C'est un trouble autistique qui se caractérise principalement par des difficultés sociales et des champs d'intérêt précis. C'est pas forcément un trouble qui se distingue si facilement au premier abord, et c'est aussi pour ça qu'il ne l'a découvert qu'à 16 ans. Pour lui, ça va surtout expliquer ses difficultés à se faire des amis et sa passion brûlante pour la musique. Une autre particularité qui peut se manifester avec ce syndrome, c'est le besoin presque maniaque d'achever les choses. No! God, please, no! No! Et effectivement, on comprend mieux quand on voit son répertoire. 10 000. Mais les spécialistes s'interrogent et ils vont lui faire passer 7 jours à l'hôpital à faire des tests, des scans sur son cerveau. C'est ça, la procédure. Son cerveau doit être minutieusement analysé pour en comprendre le fonctionnement. Les spécialistes observent en particulier la relation entre l'hémisphère gauche de son cerveau et l'hémisphère droit. Leur but est de voir si les deux hémisphères communiquent entre eux. Et après 7 jours, le diagnostic tombe. Alexander possède le syndrome de savant. Et donc là, cette fois-ci, pour lui, ce diagnostic, c'est une révélation. Le fait de mettre des mots sur sa condition va lui permettre de se comprendre mieux lui-même, et ce qui le faisait complexer et se sentir différent va devenir sa force. Et à partir de là, il va commencer à composer beaucoup. Le plus simple pour le comprendre, c'est de le citer. Certains jours, je compose 10 sons. Certains jours seulement 2. J'ai eu un flow créatif depuis le jour où j'ai commencé à rêver de musique. Et depuis, j'ai produit en continu pendant 15 ans. Donc c'est pas si difficile à calculer. Savant plus 15 ans égale plus de 10 000 musiques. À chaque fois que je sors un son publiquement, il faut bien comprendre qu'il y a 5 démos dans mon dossier. Pour chaque album, entre 50 et 100 démos. C'est beaucoup de travail, mais c'est le genre de travail que j'aime. Au final, vous l'aurez sûrement compris, mais Alexander n'aura jamais eu besoin d'étudier la musique à l'école. Alors en réalité, il a essayé de postuler pour une école, et même après avoir fait une super audition, ses mauvaises notes ne lui ont pas permis de rentrer. Heureusement pour nous, ça ne l'a pas empêché de construire sa carrière et de réaliser de grands projets. Donc tout ça nous amène à un projet en 2009, son premier, qui s'appelle Winter in Hollywood. C'est le premier nom sous lequel il va se faire connaître, et avec ce nom va naître son premier album, Outbreak. Cet album, il sera signé par un label et directement, il sera nominé aux Grammy Awards en Norvège, ce qui est plutôt pas mal pour un premier album. Mais bon, Alexander, il comprend bien que sa nomination, elle a été surtout faite grâce à son label et il a d'autres projets en tête à ce moment-là. Il veut viser d'autres publics, d'autres cultures, d'autres pays. C'est pourquoi il va décider en 2011 de produire désormais sous le nom de Savant. Il va sortir son album Ninur, qui est donc son premier album sous ce nom, et pourtant déjà son 3e album depuis Outbreak. Trois ans, 3 albums, pour l'instant on commence gentil. Un an après ça, Savant sort son album Vario. C'est l'album qui va faire exploser sa carrière à l'international avec ce personnage emblématique de Vario qui va devenir la mascotte du DJ. Il va même se produire avec le masque Anonymous sur scène pendant un temps avant de se rendre compte que c'est juste pas pratique de mixer de la musique avec un masque qui étouffe. Big up à Vladimir Cauchemar évidemment. Et à partir de là, ça commence à être difficile de répertorier sa discographie. Il poste sous différents alias sur différentes plateformes, il y a des démos, des remakes, des remixes, des versions alternatives de ses musiques. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune de ces musiques n'est figée dans le temps. Elles peuvent toujours être retravaillées. Par exemple, en 2012, il sort l'album Alchemist, qui va être très apprécié par sa communauté, et 10 ans plus tard, il sortira Alchemist 2, qui est un complet remake de ses musiques de son premier album. Mais pour pimenter un peu tout ça, il s'est lancé le défi de ne pas réécouter son ancien album pour le refaire. Et c'est typiquement ce genre de détail qui fait que le remake est très unique par rapport à sa version originale, et on se retrouve avec ce sentiment bizarre où on a des sons similaires mais complètement différents à la fois, ce qui fait un petit peu comme si on réécoutait son album pour la première fois.
Dans la même idée, il s'est aussi donné le défi de faire 7 fois la même chanson dans des genres différents. Pour le coup, c'est vraiment un exercice intéressant pour étudier la musique, et ça donne quelque chose comme ça. I should be loving, I should be loving this and that, I should be loving, oh, I should be loving all this crap. I should be loving the internet, but I'm in love with a mixtape cassette. I listen to it in my sleep, it's hard, it's deep, and Il ne s'arrête jamais d'expérimenter comme un savant fou dans son labo, sauf que lui, il a des instruments de musique. Un autre projet fou qu'il a pu faire avec sa communauté, c'est de leur demander d'envoyer des sons, des musiques, des chansons pour les combiner en une seule musique. Alors au final, il va se retrouver avec plus de 1000 participations, je sais pas s'il en attendait autant, mais ce projet verra naître la Cult Collab, une véritable épopée auditive. touching my feet, trying to please, learning to bleed for the enemy. Et puis parfois, le savant fou sort de son labo et ça donne naissance à des collabs, comme avec Snoop Dogg ou Infected Mushroom. Mais en réalité, les collabs, ça ne lui réussit pas trop. Là où il arrive à être le plus créatif, c'est quand il expérimente tout seul. À côté de ça, il a aussi fait les OST du documentaire Insert Coin, réalisé par Josh Tsui et disponible sur Amazon Prime. C'est un documentaire qui raconte l'histoire d'un des géants américains du jeu d'arcade, donc autant vous dire que c'est un domaine qui parle bien à Savant, puisqu'il est passionné de jeux vidéo. Mais ça reste quand même un exercice très différent des musiques traditionnelles qu'il fait, puisque là, ces musiques servent de support pour un documentaire. Mais malgré ça, peu importe ce qu'il fait, il est toujours dans sa zone de confort. Et c'est ça aussi que j'admire chez lui, c'est qu'il n'hésite jamais à essayer d'autres styles, et à chaque fois, il respecte les codes des genres qu'il va choisir, et il trouve sa manière à lui de se démarquer. Alors on ne sait pas de quoi seront faits les prochains projets de Savant, mais une chose est sûre, il trouvera toujours le moyen de nous surprendre. J'ai beau dire ça, au moment où j'écris cette vidéo, il a annoncé la version anniversary de son jeu vidéo Savant Ascent, parce que oui, il a aussi fait un jeu vidéo avec le studio D-Pad. C'est un jeu au style rétro, comme les jeux qui ont bercé son adolescence et inspiré ses musiques. Et comme vous aurez pu le deviner, dans son jeu, on retrouve ses musiques. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ses différents albums et tous ses projets, mais le plus simple pour découvrir sa musique, c'est d'aller l'écouter. Donc c'est ce que je vous invite à faire après la vidéo, bien sûr. Et puis ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas d'ailleurs. On a un peu tous une manière différente d'appréhender la musique et c'est ça aussi qui est intéressant. En plus, pour le coup, je pense que la plupart de ces musiques sont assez difficiles d'accès et généralement c'est plutôt des musiques qu'on écouterait en festival, donc je comprends parfaitement qu'il y en ait qui soient assez réticents. Mais en tout cas, moi, la musique, je vois ça comme une manière de s'exprimer, de faire passer des messages, des émotions. Et c'est ce qui fait que c'est toujours fascinant d'écouter la musique d'une personne qui a une manière différente de percevoir le monde. Savant ne se cache pas du tout de son syndrome, au contraire, il s'est exprimé publiquement à plusieurs reprises dessus, et sur la manière dont il l'influence. Une capacité folle qu'il a, c'est celle de pouvoir reconnaître ce qui compose les sons. Chaque échantillon de musique, chaque bruit, quand il marche dans la rue, ou n'importe où d'ailleurs, et tous ces sons s'enregistrent très précisément dans sa mémoire, à tel point qu'il est capable de dire, pour tout ce qu'il entend, si c'est un nouveau son ou non. C'est une faculté qui va le permettre de rester original à chaque musique, malgré le fait qu'il en sorte beaucoup. Penser à la musique en tant que telle, c'est très ennuyeux. Ça peut paraître très contradictoire pour quelqu'un qui n'arrête jamais de produire des musiques, mais en réalité, Savant est synesthète, c'est-à-dire qu'il associe plusieurs sens à une information. Pour lui, les mathématiques et l'art en général sont perceptibles comme des formes ou des couleurs qui prennent sens. Et c'est en particulier la musique qui vient se matérialiser devant lui. D'ailleurs, une autre passion qu'il a pratiquée, c'est la caricature. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça consiste concrètement à accentuer les traits ou les formes d'une personne. Donc on voit que c'est précisément ça qui a du sens pour lui. Et à l'inverse, le langage, les mots, c'est une notion qui lui paraît beaucoup plus abstraite. Donc si on résume tout ça, il a un attrait tout particulier pour les sons et l'art en général, une passion débordante pour la musique, une volonté irrépressible d'aller au bout des choses, une mémoire digne de celle des ordinateurs et une organisation mentale synesthésique. Pour moi, c'est tous ces éléments qui font qu'on peut lui attribuer le titre de savant fou de la musique, capable d'imaginer une musique en 5 minutes, d'en produire 10 en une journée, et toujours à la recherche de nouvelles expériences. Like a phoenix through the